Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents. On va commencer. Philippe Ganvoinet, je suis le directeur des études. Nous sommes très heureux ce soir d'accueillir, alors je dis accueillir, mais bien sûr Pierre et Sébastien sont ici chez eux, dans leur établissement. En tout cas, nous les accueillons ce soir pour cette conférence sur un sujet qui nous concerne tous, dans le sens qui rejoint les objectifs de limitation de l'impact environnemental de la construction dans une logique de valorisation de l'existant, sujet qui est au cœur d'ailleurs du nouveau programme pédagogique de l'école d'architecture, donc le sujet du réemploi en architecture. Alors c'est une thématique qui est quand même assez présente depuis de nombreuses années dans les enseignements de l'ENSAC. Alors en consultant Taiga, notre outil de gestion de scolarité, j'ai vu que cet enseignement que vous animez l'un et l'autre, qui s'appelle Initiation de la pratique du réemploi en architecture, existe dans le tronc commun de master depuis cette année. Il a vocation à durer, bien sûr, donc ça fait déjà un certain nombre d'années. C'est un enseignement qui est plébiscité par les étudiants, tant sur les aspects théoriques que pratiques, puisque je dirais que ce sujet du réemploi permet aussi de développer une pédagogie autour de l'expérimentation qui est assez en phase avec ce que l'on porte à l'école d'architecture de Grenoble depuis longtemps. Je disais plébiscité par les étudiants, sans doute aussi parce qu'il ouvre les champs des possibles et offre un regard différent, à la fois sur l'existant comme ressource et sa mobilisation, en tout cas la mobilisation de l'existant dans un projet contemporain, dans le sens également qu'il mobilise à la fois l'intelligence de la matière, je pense qu'on le verra au cours de la conférence, mais surtout de la matière et de sa mise en œuvre sous la forme d'éléments déjà constitués, ce qui est un peu différent de ce qu'on peut voir dans un certain nombre de pratiques plus classiques. C'est un enseignement qui, je dirais, distingue l'école d'architecture de Grenoble d'autres écoles d'architecture, et nous en sommes très fiers. C'est grâce à toi, Pierre, et à toi, Sébastien. Et nous sommes vraiment donc très heureux de bénéficier de l'apport de vous deux dans cet enseignement qui disposait l'un et l'autre d'une expertise sur le sujet. Mais je n'en dirai pas plus, je vous laisse la parole. Simplement, la conférence donc ce soir est enregistrée, elle sera disponible sur la chaîne YouTube de l'école d'ici une dizaine de jours, et je vous remercie d'accueillir nos deux conférenciers. Bien, bonjour à toutes et à tous, Pierre et Sébastien. Alors, effectivement, on est deux à présenter cette conférence ce soir. Pierre, c'est Pierre Belliry, architecte, maître de conférence à l'ENSAG, plus tout à fait, à la retraite depuis 2 mois. Chercheur à ECC, oui encore, et oui, quand on est chercheur, c'est quasiment à vie. Sébastien. Bonjour, merci pour l'accueil. Sébastien Fabiani, maître de conférence associé à l'école de Grenoble, également architecte dans l'agence d'architecture NA, voilà, avec mes compères qui sont présents dans la salle. Voilà, donc ce que nous vous présentons ce soir, c'est plus que nos deux petites personnes, c'est le fruit d'un travail qui est beaucoup plus collectif et qui s'est développé à l'occasion d'un programme de recherche en architecture lancé par le ministère de la Culture. Nous avions répondu sur le thème du réemploi en architecture, avec une équipe formée de chercheurs de l'école d'architecture, moi-même, praticien, Sébastien, doctorante à l'époque, Marie de Guibon, partenaire de l'UGA dans les établissements de génie civil notamment, Yannick Siffer et Dominique Dodon, et puis tout un ensemble de partenaires avec lesquels on a pu dialoguer tout au long de cette recherche qui a duré quand même pratiquement 5 ans. Donc la métropole de Grenoble, la métro, Grenoble-Alpes Métropole pour être plus précis, le PFL du Dauphiné, Ecomat, Aplon, plein d'autres organismes avec lesquels nous avons eu l'occasion de travailler au cours de ce programme de recherche. Il ne faut pas que j'oublie aussi la place importante qu'ont pu avoir Rotor, précurseur belge en la matière, connu internationalement aujourd'hui, et Bellastock, précurseur plus parisien et français dans ce domaine-là, qui continuent à agir, ce qui sont toujours des acteurs essentiels, très importants dans cette activité.
Ce programme de recherche était l'occasion d'aborder la question du réemploi en architecture. On définira plus précisément ce terme de réemploi par rapport au recyclage. De manière professionnelle, professionnalisante, si on veut, pour sortir de l'amateurisme, pour sortir du bricolage, pour sortir d'une image parfois un petit peu dévalorisée du réemploi et pour envisager une massification de cette question, de cet enjeu du réemploi. Massification nécessaire par rapport à l'enjeu que représente la somme des déchets produits par l'activité du bâtiment. Professionnalisation nécessaire par rapport à l'amateurisme qui a pu être le mien depuis 50 ans. Et je ne le renie pas du tout, mais qui doit être dépassé à un moment donné si les architectes veulent vraiment s'emparer de ce sujet-là pour le placer vraiment dans leur activité professionnelle, avec toutes les responsabilités et la compétence que cela exige. Cette recherche s'est aussi inscrite dans le cadre de modules pédagogiques, Philippe Grandvanet en a dit un petit mot tout à l'heure, d'expérimentations pratiques qui n'ont jamais été aussi poussées qu'on l'aurait souhaité, mais qui malgré tout ont pu avoir lieu et peuvent encore se développer aujourd'hui sur le territoire de la métropole de Grenoble. Plus précisément, notre ambition à travers cette recherche, c'était d'avoir une approche systémique pour dépasser justement les images toutes faites, pour dépasser quelques clichés, pour dépasser des belles images de beaux projets ou de belles réalisations qui sont parfois l'arbre qui cache la forêt, qui sont des très beaux objets, mais qui cachent un petit peu une misère générale. Alors de ce point de vue-là, la couverture du beau livre qui a été édité par le Moniteur nous a posé quelques problèmes. Très clairement, on n'a pas été maître des images qu'ils ont mises sur la couverture. Ce sont de très belles images, de réalisations très connues, spectaculaires, médiatiques, iconiques, qui donnent justement une très belle image du réemploi, mais en fait une image qui est très, alors non pas marginale, mais exceptionnelle, très particulière du réemploi. Le bâtiment qui est en haut, c'est un musée qui a été réalisé par Wangshu en Chine. Et le bâtiment qui est en bas avec cet assemblage de fenêtres anciennes, c'est une partie de la façade du Conseil de l'Europe à Bruxelles. Deux réalisations aujourd'hui iconiques, emblématiques de cette intégration du réemploi dans l'architecture, mais en même temps pas forcément satisfaisantes dans la mesure où elles sont justement très exceptionnelles, très particulières, très coûteuses, il faut bien le dire, techniquement, technologiquement extrêmement sophistiquées. Donc c'est certainement pas ce type de réalisation qui peut permettre justement d'atteindre une dimension de masse qui permette vraiment d'engager une professionnalisation des pratiques. On en a besoin des belles images, on en a besoin des icônes, et on ne relie pas ces deux réalisations notamment. Mais à travers la recherche, l'ouvrage qui en découle, puis le petit exposé un peu rapide qu'on va en faire ce soir, on essaie d'avoir une approche plus systémique pour aborder justement toute la chaîne de compétences et de production qui est nécessaire de créer et de développer pour faire fonctionner le réemploi. Ça commence par les diagnostics au pluriel, j'y reviendrai, la mise en circulation des ressources, collecter, préparer, stocker, remettre en état, et redistribuer les ressources de réemploi, la conception architecturale qui intègre cette question du réemploi. On reviendra là-dessus, c'est surtout Sébastien dans la deuxième partie qui présentera des belles images quand même, il en faut, et de beaux exemples justement de conception ouverte pour intégrer des éléments de réemploi. Même question, même enjeu au niveau du chantier pour que la réalisation soit la plus ouverte possible, la plus souple possible pour pouvoir intégrer, parfois jusqu'au dernier moment, des éléments de réemploi. Petite précision sur la production des déchets par secteur d'activité. Le BTP représente 70% des déchets qui sont produits en France. Les chiffres sont un petit peu anciens, ils sont de 2012, mais ils n'ont pas tellement changé depuis. 80% de ces déchets sont issus de la démolition pour le bâtiment. Alors le BTP c'est vaste, notamment ça inclut les travaux pratiques, les travaux publics, les routes,
les routes qui représentent un tonnage considérable, énorme, mais dans le bâtiment, 90% de ces déchets sont issus de la démolition. Démolition, la première question que pose la démolition et la première question que, selon nous, pose le réemploi, c'est faut-il démolir ? Réfléchir avant de démolir, il peut y avoir des bonnes et des mauvaises raisons à cela. Ce que l'on peut observer dans les pratiques, c'est qu'il n'y a pas assez de travail de diagnostic, pas assez d'inventaire, pas assez de réflexion avant même de démolir. Est-ce que la démolition est une fatalité ? En tout état de cause, la démolition, c'est un aveu d'échec. Ça veut dire qu'un bâtiment n'a pas su s'adapter pour des raisons qui peuvent être techniques, mais en général, ce n'est pas les raisons de fond, les vraies raisons. Techniquement, technologiquement, dans la maîtrise qu'on peut avoir de la technique, on peut toujours arriver à sauver un bâtiment, en tout cas le transformer, le consolider, l'adapter à certaines performances. Économique, vaste débat. Personne ne saurait dire si vraiment la réhabilitation est plus ou moins chère que la construction neuve. Aujourd'hui, les difficultés les conditions pour la construction neuve sont de plus en plus complexes et se rapprochent finalement de la complexité que peut représenter un chantier de réhabilitation ou la conception en matière de réhabilitation. Donc difficile de faire des comparaisons parce qu'il faudrait les faire au cas par cas, projet par projet. Souvent, les critères qui mènent à la démolition sont non pas des critères économiques, des critères financiers. C'est quoi la différence entre l'économie et le financement ? Pour faire simple, l'économie, c'est combien ça coûte ? Et ça, on peut le mesurer, on peut le chiffrer assez précisément. Le financement, c'est qui peut payer ? Et c'est une question complètement différente. Il y a des mécanismes de financement, en France comme ailleurs, qui permettent de trouver de l'argent pour des projets très coûteux, très problématiques du point de vue de l'environnement, pas forcément les plus performants sur le plan économique, mais en revanche, on peut trouver des financements qui sont plus intéressants, alors que parfois, pour des projets et des actions qui sont relativement peu coûteuses, on peut avoir beaucoup de mal à trouver de l'argent, du financement. Donc cet enjeu du financement par rapport à l'économie, il apparaît souvent comme assez crucial dans les processus de démolition. Puis parfois, ce sont des raisons plus administratives, j'allais dire presque bureaucratiques, qui conduisent à démolir. C'est parce que c'est l'habitude, c'est parce qu'on n'a pas le temps. La dimension du temps est extrêmement importante. On ne prend pas le temps de réfléchir. On pense qu'il faut dégager complètement un terrain avant de le livrer à des promoteurs, de nouveaux constructeurs, alors que ce n'est pas toujours si évident que ça. Il faut de ce point de vue-là apprendre à développer ce qu'on appelle aujourd'hui l'urbanisme de transition, en tout cas la gestion de transition des gros chantiers, pour justement gérer la dimension du temps de façon plus souple que ça n'est le cas actuellement. Bref, il y a des bonnes, des mauvaises raisons. Il y a aussi des raisons symboliques de choisir la démolition pour faire disparaître les symptômes plutôt quand on est incapable, quand on est impuissant à faire disparaître les causes. Oui, c'est un phénomène de catharsis, un phénomène de disparition symbolique qui est très connu et qui motive parfois en dernier recours le choix de la démolition. Bref, il y aura des bonnes, des mauvaises raisons, c'est compliqué, mais dans tous les cas, il faudrait arriver à faire des diagnostics plus poussés que ceux qui existent actuellement. Alors là, on va rentrer dans la question de la chaîne de réflexion, d'action, de production du réemploi. Ça commence effectivement là aussi par l'inventaire et le diagnostic. Quelle est la différence entre l'inventaire et le diagnostic ? L'inventaire, ça peut être exhaustif, ça peut se présenter comme neutre. Le diagnostic, il est beaucoup plus sélectif. Il choisit un certain nombre de critères. Il intègre une pensée de projet, c'est important pour nous architectes. Il intègre une finalité opérationnelle. Pas forcément une utilité, c'est pas forcément utilitaire le diagnostic, mais ça intègre quand même une finalité. Et qui amène à choisir des critères de sélection, choisir déjà des orientations à ce niveau du diagnostic. Les activités et les exigences réglementaires en matière de diagnostic ont évolué réglementairement dans la période récente. En 2012, se mettait en place l'obligation du diagnostic déchets pour toutes les opérations de démolition un petit peu importantes.
Aujourd'hui, depuis 2021, je crois, si je ne me trompe plus, s'impose le diagnostic PEMD, produit équipement matériaux déchets, pardon. Donc, qui est une évolution de ce diagnostic déchets, mais qui commence à évoquer la question de la ressource. Comment transformer le déchet en ressource? C'est toute la question. Comment éviter peut-être, et d'abord en général, de passer par le statut de déchet? C'est la question que peut poser ce nouveau diagnostic PEMD rendu obligatoire depuis peu de temps. Là encore, il s'agit d'intégrer une pensée de projet, d'envisager les produits d'une démolition, d'un démontage de bâtiments comme des ressources, d'imaginer peut-être dans ces diagnostics déjà des perspectives d'utilisation. Les diagnostics, alors bien sûr on n'a pas le temps ici de détailler toutes les méthodes de diagnostic, c'est l'un des chapitres de la recherche et de l'ouvrage qu'on a pu élaborer. Juste très très vite, on observe souvent qu'il y a deux grandes catégories de ressources en matière de réemploi. Des ressources sérielles qui existent en grande quantité, en masse, que l'on peut trouver assez facilement. Et à l'inverse, des ressources singulières, des objets uniques, qui auront très souvent plutôt une valeur patrimoniale. Et ces deux grandes catégories de ressources conduisent ensuite des processus de conception, d'intégration qui sont sensiblement différents, avec des objectifs, notamment en termes de quantité, en termes de masse, qui sont là aussi complètement différents. Dans tous les cas, ce qu'on a pu observer, c'est que le diagnostic demande des compétences exigeantes. Parfois, ça exige plusieurs étapes de diagnostic. Ça évolue en cours de route. Le diagnostic n'est jamais tout à fait fini tant que le projet lui-même n'est pas fini. Il faut sortir l'idée que le diagnostic, c'est un truc préalable dont on se débarrasse pour ensuite passer au projet. Non, très souvent, il faut passer différents niveaux de diagnostic justement pour pouvoir guider et pour pouvoir les intégrer dans le travail du projet. Et ce diagnostic fera apparaître des valeurs, ce qu'on appelle des valeurs résidentes, intégrées dans les éléments de réemploi, des valeurs fonctionnelles, à quoi ça peut servir, est-ce que ça sert encore dans sa fonction d'origine ou pour d'autres fonctions, des valeurs technico-économiques, le technique et l'économique sont très intimement liés dans ces critères, des valeurs environnementales. C'est pas seulement le bilan carbone, mais aussi, c'est aussi l'analyse du cycle de vie qui va s'imposer de plus en plus comme une évaluation des incidences environnementales, c'est-à-dire pas seulement l'énergie, mais aussi les ressources minérales, biologiques ou autres que cela peut consommer. Et puis, dernier critère, mais pas le moindre, les valeurs patrimoniales qui peuvent être décisives dans le choix des éléments de réemploi. Est-ce que je suis dans les temps? Allez, on va essayer de tenir le rythme parce qu'il faut bien que je laisse un petit peu de place à Sébastien après pour les aspects plus pratiques. Deuxième étape très importante de cette chaîne, de ce que j'appelle cette chaîne du réemploi, c'est la mise en circulation des ressources avec la recherche de fournitures et de fournisseurs qui doivent monter en compétences et en généralité. C'est l'enjeu d'une massification justement de ces filières. Organiser des filières de collecte, de redistribution, c'est tout l'enjeu de ce secteur qui doit devenir un secteur économique. Alors là, ce ne sont pas tellement les architectes qui sont les acteurs de premier plan de ces activités, mais c'est tout un ensemble d'opérateurs extrêmement variés. Ça commence avec les maîtres d'ouvrage, les propriétaires des bâtiments qui sont amenés à être démontés ou démolis, des entreprises de démolition ou des entreprises de construction. On observe actuellement des entreprises de démolition qui sont en train d'organiser elles-mêmes un marché de la fourniture de réemploi, un marché du matériau d'occasion. Mais il y a aussi des plateformes, des plateformes numériques ou physiques, des plateformes généralistes ou spécialisées, des plateformes globales ou locales. Il y a un foisonnement actuellement d'initiatives. Notre recherche a commencé en 2016 et finalement le temps que cela a pris jusqu'à aujourd'hui nous a permis d'observer une évolution assez spectaculaire de ces initiatives. Alors ce sont des initiatives émergentes, ce sont des initiatives parfois fragiles, parfois un petit peu marginales,
toutes ne résisteront pas, toutes n'arriveront pas à s'imposer finalement dans ce qui devient de plus en plus un marché. Mais c'est intéressant, particulièrement important, de pouvoir les identifier. Et puis dans les opérateurs de ces filières de collecte et de redistribution, il y a aussi les bureaux d'études, potentiellement avec des architectes, pour faire de la recherche de ressources, qu'on appelle du sourcing, pour faire également de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Les opérations que cela engage, ce sont les opérations d'abord de repérage, ça c'est au niveau du diagnostic, mais plus on peut arriver au niveau du diagnostic à intégrer justement la suite des opérations, plus on a des chances de réunir, plus on a des chances de former une chaîne cohérente. Repérage, démontage, soigner de préférence. Ça prend plus de temps, mais ça demande parfois des moyens moins lourds. On verra à quoi peut donner lieu une comparaison entre les différents moyens de démontage et de démolition. Le conditionnement, le stockage, la remise en état, la revente, donc tout un ensemble d'opérations techniques et logistiques qui sont chacune délicates, parfois complexes, dépendantes les unes des autres, qui ne se présentent pas toujours dans un ordre parfait tel que c'est présenté ici. Il faut avoir une vision finalement globale de ces opérations pour arriver à mieux les organiser. L'idéal, les conditions optimales, c'est de tendre vers des circuits courts. C'est de raccourcir au maximum le temps et les intermédiaires. L'idéal, c'est notamment de pouvoir organiser de la prévente de matériaux à partir de diagnostics, pouvoir proposer des matériaux qui ne sont pas encore démontés, qui sont encore sur pied, une ressource qu'on pourrait appeler sur pied, comme les arbres, et que l'on démontera ensuite soigneusement, d'autant plus soigneusement que l'on sait que ça va trouver preneur. C'est très important, difficile, impossible en fait de démonter les matériaux si on ne sait pas que ça va trouver preneur ou si on sait presque que ça ne va pas trouver preneur. Donc il faut avoir une logique quand même d'efficacité, on ne peut pas stocker indéfiniment des tonnes et des tonnes de matériaux. Et puis ensuite, dans cette chaîne d'opérations, il faut limiter les opérations de transformation. Le réemploi sera compétitif, sera intéressant, notamment sur le plan économique, s'il n'y a pas trop d'opérations de transformation. Dès qu'il y a plusieurs opérations de transformation sur un objet, sur un élément, on sait que ça le rend beaucoup moins compétitif, beaucoup moins performant. Compétitif, performant, oui, j'emploie volontairement des termes de marché, parce que finalement c'est quand même ça qui est en jeu. Sortir de la marginalité, c'est permettre aux architectes de trouver sur un marché les objets qu'ils mettront pourront mettre par exemple dans leur cahier des charges. Alors, l'une de ces conditions, notamment pour les prescripteurs, pour les architectes, c'est comment trouver des garanties pour les produits de réemploi. La première condition, c'est essayer d'éviter de passer par la case déchets, éviter de passer par le statut de déchet pour conserver le statut de produit. Et il y a des acteurs, il y a des opérateurs, des filières qui permettent justement d'éviter de passer par le statut de déchet, qui exige ensuite une requalification particulière. On verra qu'il y a ensuite des produits basiques et des produits complexes. Des produits basiques relativement faciles à démonter, faciles à nettoyer, faciles à conditionner. Tiens, par exemple, toute cette série de cuvettes de WC là, que j'ai pu photographier à Bruxelles il y a quelques années. Voilà typiquement des produits qui sont en fait assez faciles à démonter. Alors notamment, c'était le cas à Bruxelles lorsqu'on a des très gros chantiers de locaux tertiaires. Donc ensuite, ce sont aussi des matériaux qui sont fiables en matière de réemploi parce que s'il y a un défaut, ça se voit, il est visible, il n'y a pas trop de risque de vis cachée, la fonctionnalité est quand même assez élémentaire et très simple et ça permet d'offrir justement certaines garanties pour ces produits. Dans les appels d'offres, la recherche et l'ouvrage présentent tout un ensemble d'études de cas qui montrent la mise en place d'un lot 1, fourniture de réemploi, qui permet de distinguer la fourniture dans différents corps d'État. Ce n'est pas réservé à un seul corps d'État, mais qui permet de distinguer la fourniture de la pose des éléments de construction.
ce qui permet d'ouvrir justement les cahiers des charges à potentiellement des fournitures de réemploi. Et puis, il y a le rôle important, on n'aura pas le temps de le développer ici, mais des bureaux d'études, des assurances, de tous les autres acteurs de cette filière, avec cette question qui est sans cesse posée d'un équilibre à trouver entre la norme qui a tendance à être rigide, même si elle n'est pas purement réglementaire, c'est quand même un cadre relativement rigide, équilibre à trouver donc entre la norme et entre le savoir-faire, les règles de l'art, dont peuvent se revendiquer les constructeurs compétents, architectes ou autres. Il n'y a pas d'exclusivité en la matière. Rapidement, très rapidement, 5 minutes. C'est très frustrant. Alors tout cela, bien sûr, est développé dans l'ouvrage, dans le bouquin, mais on est obligé de faire des aperçus très rapides, mais il nous paraissait quand même intéressant d'évoquer le cas concret de l'opération Cadran solaire à la Tronche, qui, dans un premier temps, était sur 3 hectares à peu près, la démolition d'une ancienne caserne, d'ancien bâtiment service médical des armées. Cette démolition d'assez grande envergure a donné lieu à plusieurs diagnostics préparatoires. C'est là où on voit que parfois plusieurs diagnostics à des moments différents et avec des finalités un petit peu différentes, des sensibilités, des méthodes différentes, sont complémentaires et ont permis de mieux tirer parti de ces ressources. Donc il y a eu plusieurs diagnostics préparatoires à la démolition. Il y a eu un processus de démolition qui a permis de faire des comparaisons précises, méthodiques, de faire une vraie évaluation en continu des chantiers avec le chantier entre guillemets traditionnel de la démolition avec des engins extrêmement puissants mais qui permettaient de faire ça très très rapidement, après qui mettaient en vrac tous les bâtiments par terre. Éventuellement, ces matériaux, il était possible de les recycler mais pas de les réemployer. C'est là la différence entre le recyclage et le réemploi. Le recyclage renvoie les éléments de construction à l'état de matière brute qu'il faudra à nouveau transformer pour l'intégrer à de nouvelles constructions. Alors que le réemploi exige un démontage soigné, plus lent, exige davantage de compétences peut-être aussi, mais va permettre ensuite de conserver ne serait-ce qu'une valeur marchande et une valeur technique et fonctionnelle aux éléments qui sont démontés. Donc c'est une opération qui a été assez exemplaire par la comparaison possible de ces démarches et qui a permis qui a donné lieu à quelques surprises lorsqu'on a fait les bilans à la fin. Je fais juste un teasing, vous lirez ensuite les rapports en la matière qui permettent d'en savoir davantage. Je ne vais pas le dire ici. Ce que je peux dire ici, c'est que cette dépose d'éléments de réemploi a donné lieu à l'organisation de ce qu'on a appelé la Bâtitech, un marché temporaire de revente sur place des éléments de réemploi qui a très bien fonctionné. C'était un pari, ce n'était pas du tout évident, c'était un risque, notamment pour Aplomb et Ecomat, l'entreprise qui a mis en place cette Bâtitech, ce marché temporaire. Aujourd'hui, c'est un exemple qui permet d'envisager ce type de démarche de marché temporaire sur place sur d'autres opérations. Ça a déjà été fait dans la métropole grenobloise. Et c'est un modèle, c'est une idée qui tend aujourd'hui à se développer à d'autres opérations. Des bilans ont pu être tirés de cette opération suivant des critères des unités de mesure précis, rigoureux, en comparant notamment, en mettant en balance, en mettant en comparaison des unités de mesure qui sont très différentes. En matière de déchets, par exemple, on chiffre les choses en tonnes. Ce qui compte, c'est la masse, c'est le tonnage, c'est la quantité, essentiellement. Et là, de ce point de vue-là, on peut être relativement déçu. On peut se dire que le réemploi, dans le meilleur des cas, dans les opérations les plus exemplaires, ça atteint péniblement 0,5 à 1% du tonnage d'un bâtiment. Ça peut sembler très peu, mais il y a d'autres unités de mesure qui sont en fait bien plus intéressantes. La valeur économique, la valeur des éléments, qu'est-ce que cela aurait coûté s'il avait fallu construire les choses en matériaux neufs. La valeur environnementale, quelles sont les nuisances que l'on a pu éviter, quelles sont les ressources naturelles que l'on a pu éviter d'extraire, ou encore la valeur patrimoniale.
qui compte énormément dans les projets qui intègrent ces éléments de réemploi. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour cette opération. Désolé si c'est un petit peu frustrant, mais on essayera de laisser le maximum de place aux questions. Maintenant, je laisse un petit peu la place à Sébastien pour la suite, plutôt en images, en architecture, et aborder la question de la conception architecturale avec les éléments de réemploi. Merci. Alors, on l'a vu, en fait, la filière de réemploi se met en place. Elle se structure. Elle permet à des entreprises de monter en compétences, de mettre la main sur des gisements qui existent en fait à travers les territoires qu'on connaît et qui permettent de mettre à disposition ces ressources. Donc tout l'enjeu en fait maintenant va être de se poser la question pour les concepteurs, comment on s'empare en fait de cette ressource et puis comment on vient construire avec. Ces ressources, bien évidemment, on l'a compris, elles sont spécifiques, elles ne sortent pas de Point P, de la SAMC ou de tout autre négociant de matériaux. Elles ne sont pas forcément neuves, bien évidemment, elles ne sont pas en quantité illimitée. Donc, ça va amener tout un tas de changements dans le mode de pensée pour concevoir avec ces éléments. Ça va changer les pratiques, les méthodes de travail. Ça va aussi changer potentiellement le rapport à ces ressources pour travailler avec. Et peut-être inciter en fait les gens à travailler sur ou à penser en fait d'autres esthétiques, d'autres manières de concevoir de l'architecture et de faire en sorte que ces ressources apportent peut-être des singularités. C'est-à-dire qu'on va aussi avoir même si on va avoir des démarches très compliquées, on va dire du point de vue peut-être technique, logistique, assurantiel, etc. Le bon côté de la chose, c'est que ça va amener une grande part de créativité. C'est ce qu'on va essayer de voir ici. Là, la première image que je vous ai mise, c'est Michael Reynolds. Vous devez sûrement connaître cet architecte américain qui a travaillé en fait dès les années 70 sur ces questions, en fait sur cette inadéquation qui fait qu'on est dans une société de consommation qui surproduit du déchet et qui épuise au fur et à mesure les ressources. Il s'est emparé de ce sujet en tentant en fait de construire avec les déchets de notre société. Donc c'est un peu en fait le père du réemploi, on va dire, du point de vue de son renouvellement dans la culture architecturale. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on vit là aujourd'hui, dans tous les questionnements qu'on a sur ces ressources qu'on a laissées de côté depuis longtemps, finalement, elles commencent à revenir dans le sujet de l'architecture à partir des années 70, et notamment de cette contre-culture, les premières crises qui apparaissent aussi à ce moment-là. Et puis, bon, chacun travaille sur ce sujet. Le vrai renouvellement, en fait, commence dans les années 2000, avec pas mal de précurseurs qui relancent des sujets là-dessus. Et puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les années 2010 et 2020, le sujet devient un peu plus médiatique et commence, en fait, finalement, à être légiféré, etc. Bon, on ne va pas parler de ces parties-là, on va plutôt parler de la question de la position du concepteur vis-à-vis de ses ressources. Le premier point, en fait, qui va intéresser, finalement, le concepteur, c'est de se rendre compte que sa démarche de projet va potentiellement changer par rapport à une démarche conventionnelle. On va parler ici de deux démarches, on va dire la démarche classique, ou en tout cas la plus proche d'une démarche conventionnelle, et puis la démarche ouverte. La démarche classique, finalement, c'est le principe de se dire que dès le commencement de la conception d'un projet qui va intégrer des éléments de réemploi, finalement on connaît cette ressource, on l'a à disposition. C'est par exemple le cas dans beaucoup d'opérations de réhabilitation. La réhabilitation va demander potentiellement des démolitions ponctuelles, etc. Et on va se retrouver avec un tas de ressources qui soit va basculer dans le déchet, soit va être préservé sur le site pour être réemployé. Là, on est finalement dans des démarches assez classiques, parce qu'au moment où vous commencez l'esquisse, vous connaissez déjà le gisement que vous avez à disposition. Ça impliquera bien sûr que vous en preniez connaissance, que vous arriviez à le caractériser, à comprendre ses performances peut-être, et puis bien sûr les quantitatifs, etc. Mais on va dire qu'on est plus proche d'une démarche conventionnelle. L'autre logique, c'est la démarche ouverte, qui est beaucoup plus impactante dans le processus de projet, puisqu'en fait, elle va nécessiter, en fait, par la méconnaissance du gisement qu'on pourra exploiter, de travailler avec de la souplesse dans le projet d'architecture, projet de construction, et de se dire qu'on ne connaît pas encore tous les éléments qui vont venir composer en fait, cette architecture, qu'on les connaîtra peut-être assez tardivement dans le processus de projet, peut-être en phase de construction, puisque, bien évidemment, entre le début d'un projet et le moment où on construit, s'étale un temps assez conséquent.
Si on devait mettre la main sur des gisements, les préserver, les stocker, on aurait un coût important. Donc dans certains cas, ça peut être singulièrement le cas, on peut éventuellement stocker ponctuellement des choses et ça ne coûte rien, mais dans la plupart des cas, on va essayer de jouer avec cette souplesse, justement, pour pouvoir saisir les opportunités qui se présenteront au moment de construire. Un petit exemple, là, par exemple, d'aménagement d'un commerce en Belgique. Le sol on savait qu'on allait faire un sol en carrelage. Pour autant, au moment de la conception, les architectes ne savaient pas encore quel carrelage ils allaient avoir à disposition. Une fois le carrelage livré sur le chantier, eh bien, l'architecte continue son travail de conception, notamment par le dessin du calpinage, de manière à pouvoir ménager, par exemple ici, des carreaux qui sont encore en entier et puis d'autres carreaux qui, malheureusement, ont été cassés, peut-être par la démolition, mais qui, du coup, nécessite, je suis désolé, nécessite en tout cas à l'architecte de continuer son travail de dessin et de conception, peut-être avec l'artisan. On va y arriver. Un autre exemple comme celui-ci qui est un peu plus local, qui se situe à Saint-Martin-d'Air, c'est la déchetterie de Saint-Martin-d'Air. Ici, vous êtes sur un mur d'enceinte où a été anticipé en fait dans la conception le fait d'utiliser des gabions pour les remplir de matériaux inertes. Matériaux inertes qu'on connaîtra en fait qu'au moment du chantier. Donc, il y a une pensée globale de quel va être l'état d'esprit en fait de cet élément. Mais bien sûr, on ne connaît pas précisément encore les ressources qui vont être sollicitées à ce moment-là. La plupart d'ailleurs des ressources qui ont été utilisées sont issues directement du site. C'est des concassés de béton, des enrobés, etc., qui en fait ont été démolis au cours de la construction dès qu'il fallait faire une tranchée ou creuser des fondations et qu'on tombait sur des anciennes fondations. Puis aussi d'autres éléments qui viennent un peu de l'extérieur, des tuiles, des briques, etc. Mais voilà, le travail, une fois de plus, va se poursuivre pendant la phase de chantier, puisque une fois qu'on a les cages de chantier, les cages de gabion, pardon, et puis qu'on a ces tas de matériaux inertes qui arrivent, on connaît les quantités, on connaît les couleurs, on connaît les caractéristiques, et à partir de là, le travail se finalise, se met au point, et on est dans du réglage finalement d'une composition architecturale. Et puis parfois, c'est encore plus compliqué. Ici, vous avez un exemple en Belgique sur le projet qui s'appelle Zinneke, qui est le projet d'une association. Les architectes de West Architecture, qui ont été accompagnés par Rotor sur la démarche de réemploi, avaient l'idée pour cette façade, là vous avez la façade qui est dessinée pour le permis de construire, d'utiliser des menuiseries de réemploi. Parce que bien sûr, avec l'ensemble des délais de conception, d'instruction des permis de construire, etc., on n'avait pas forcément sous la main les menuiseries. Donc en fait, on a indiqué simplement ici les dimensions approximatives en fait, de ces fenêtres, leur position potentielle, mais c'est qu'au moment du chantier qu'on a pu connaître réellement les châssis qui étaient disponibles et recomposer à ce moment-là la façade en fonction de ce qui arrivait. Ce qui est intéressant aussi dans ce cas-là, c'est que finalement, vous voyez que le résultat ne correspond pas du tout à ce qui a été dessiné, je crois qu'on peut le dire, mais l'état d'esprit de cette façade est quand même conservé, avec cette disparité d'éléments, mais aussi cette maîtrise dans la composition, puisque bien sûr on n'a pas les mêmes vitrages, etc., mais il y a un jeu sur les pleins, les vides, etc. Et puis on fait toujours aussi attention aux usages qui se trouvent à l'intérieur. C'est au moins quelque chose d'intéressant de comprendre que ici, c'est l'état d'esprit qui a été retenu et non pas la cote précise de ce permis de construire. On commence à s'en rendre compte, ces ressources en fait, qui sont mobilisées, et qui sont des éléments de réemploi, peuvent finalement impacter plus ou moins fortement le projet d'architecture. Et finalement, si on regarde, on peut arriver à classer ça rapidement en quatre familles. On a des ressources qui vont simplement s'adapter à la forme, telle qu'on l'a vu au tout début. On a du carrelage, on verra bien le carrelage qui arrive et puis il s'adaptera finalement. On a des ressources qui arrivent à guider la forme déjà, donc elles participent au réglage du projet, peut-être du point de vue esthétique ou des dimensions, etc. On a parfois une ressource qui a la capacité de générer la forme, de la régler de manière assez conséquente, voire que la ressource est carrément la forme, et ça peut arriver. On va regarder quelques exemples. Ici, par exemple, vous avez ce bâtiment qu'on voit en haut à droite, qui est une maison qui a été démolie pour une opération de construction de logement. Et finalement, lors de la démolition, on a stocké sur place les roches qui ont été réemployées
pour constituer ce mur d'enceinte et puis une partie du bâtiment. Donc là, on est typiquement dans le cas où la ressource, elle s'est adaptée à une forme qui était prédessinée, préétablie. La pensée en fait, des architectes à ce moment-là, c'était de saisir l'opportunité d'avoir ces ressources à disposition et puis de se dire, visuellement, ça va conserver quand même une trace du passé de ce lieu. Donc il y a aussi une charge un peu symbolique derrière ou esthétique du point de vue paysager. Mais en tout cas, on aurait pu mettre d'autres matériaux. Et je suppose d'ailleurs que le bâtiment était prévu tout blanc à l'origine. Il n'y avait pas forcément d'autres matériaux qui étaient sollicités. Ici, un projet de Moonwalk Local, je ne vais pas le dire, on va dire comme ça, une agence bordelaise d'architecture qui travaille beaucoup sur les questions de ressources naturelles et de matériaux de réemploi, qui ici dessine une extension d'une maison individuelle et utilise pour constituer en fait l'enveloppe de ce bâtiment des volets qui ont été glanés en fait sur différents vide-greniers. Là, bien évidemment, le dessin de l'extension était prédessiné, mais en fait, ces volets viennent finaliser le réglage du projet, ses dimensions, et commencent à amener en fait les propres règles, les propres hauteurs, etc., et les dimensions qui viennent justement participer aussi à la configuration de cette forme. À moindre mesure, on est dans l'ordre du centimètre, mais en tout cas, voilà comment une ressource, elle peut déjà participer un peu plus en fait à la génération de la forme. Ici, vous avez un projet bien connu qui est le pavillon de la COP21 qui a été conçu par l'agence Encore Heureux. C'est le pavillon circulaire, d'ailleurs. Vous voyez que les portes qu'on aperçoit, ce sont des portes palières de bâtiments haussmanniens qui avaient été démontés sur des bâtiments de la ville de Paris et qui ont servi ici de parement et de bardage de manière générale sur cet édifice. Mais là, on voit bien qu'on va beaucoup plus loin que dans le réglage presque du projet, parce qu'en fait, il impose carrément des règles géométriques à ce projet. C'est-à-dire que là, la ressource, elle guide quand même très 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 fortement cet ouvrage, et que presque elle en dessine au fur et à mesure l'aspect, la forme générale, la volumétrie. Ici, dans ce cas qui est la cité du chantier du projet de la halle de Colombelle en Normandie, cet ouvrage a été construit de manière temporaire. Alors, il est toujours en fonctionnement, il a d'autres activités actuellement, mais en tout cas, c'était un bâtiment qui était prévu pour être temporaire et qui utilise principalement comme ressource des conteneurs maritimes, dernier voyage, et puis cette charpente métallique qu'on aperçoit ici, qui traînait vraiment dans un stock en fait, chez un ferrailleur. Mais ces deux éléments, finalement, vont définir quasi tout de cet édifice, puisqu'ils vont définir directement les dimensions. Là, on s'attache bien à des dimensions de container 20 pieds, donc on a grosso modo 2,05 m par 6 mètres. Et puis la courbure des éléments de charpente viennent couvrir l'ensemble. Donc en fait, la partie qui est couverte est directement la résultante de la forme de la charpente métallique et de sa capacité à franchir. Donc là, quelque part, on est dans un ouvrage qui commence à être vraiment, vraiment défini par les ressources qu'on a exploitées et qui nécessite bien évidemment qu'on connaisse ces ressources préalablement en fait, à la conception de l'édifice, ou dans ce cas, que la conception et la construction se fassent dans le même temps. Et puis parfois, vous avez des projets très très singuliers, spectaculaires, où ici, c'est un projet de Che Li-Shin, qui est enseignant aussi à l'école d'architecture de Grenoble, qui en Corée a conçu cette place couverte à partir d'une coque de bateau. En fait, la Corée a une ressource en fait abondante en déchets de bâtiments de commerce qui sont justement ces bateaux de commerce, ces porte-conteneurs qui sont découpés dans les ports en fait en Corée. Et ici, on utilise directement cette coque, on la retourne et très clairement, on comprend bien qu'on peut pas sortir l'idée de cette forme dans on va dire d'une tête ou de je ne sais pas, vous avez eu l'inspiration, vous avez dessiné cette forme. Non, c'est bien sûr la coque du bateau en elle-même qui donne toute la forme à cet édifice. Et puis bien sûr, après, on a un travail fin sur où est-ce qu'on va découper les choses, où est-ce qu'on va créer des ouvertures, comment on va positionner en fait cet élément, mais qui finalement, de manière assez simple, va amener toute la qualité architecturale de cet édifice. Tout ça, ça vous fait comprendre qu'en fait, il y a un vrai travail de composition derrière.
un travail d'architecte, il va ne pas subir des ressources, mais bien sûr savoir les saisir, travailler avec elles. Ici, vous avez une citation de Jean-Marc Huygens, qui a été un des premiers à écrire des théories sur le réemploi dans les années 2000, qui a écrit La poubelle et l'architecte, qui est un peu un ouvrage référence, et qui parle de cette question de l'unicité. Finalement, comment on va faire avec des ressources qui sont assez diverses, tant en nombre qu'en aspect, couleur, etc., pour arriver à quelque chose qui se tient, qui ait une certaine cohérence, ou en tout cas qui ait une unité. Vous voyez que dans sa citation, il parle rapidement du risque de créer de la cacophonie et qu'au contraire, on devrait plutôt viser une syntonie. Donc en fait, il fait déjà appel à un langage musical, finalement. Et ce langage musical, il est assez intéressant parce que si on prend les musiques actuelles et l'émergence des musiques électroniques, vous avez noté que les œuvres de musique électronique, elles se basent beaucoup sur le sampling. C'est-à-dire qu'on vient chercher non plus des notes d'instruments classiques, mais on vient chercher d'autres sons, qui peuvent venir d'ailleurs d'autres choses. Hein. Ça peut être le mixeur de la cuisine, ça peut être ce que vous voulez. D'autres sons, voire des morceaux plus anciens. Donc finalement, on a un parallèle assez intéressant avec le travail en architecture. On vient travailler avec des matières différentes qui ont déjà une vie dans un autre morceau musical ou qui sont un son issu d'autres choses et puis qui sont réunis au travers d'une seule œuvre artistique contemporaine. Quand on écoute un morceau de musique électronique, on entend bien un morceau de musique contemporaine, on n'entend pas autre chose. Mais on a les traces justement de ces éléments et on arrive à les repérer, à les distinguer, à comprendre peut-être d'où ils viennent. Ça, c'est assez intéressant parce que pour nous concepteurs, en fait, on a cette question-là de comment on travaille aussi avec tout ça, avec toute cette matière qui n'est pas une simple matière neuve qui sort de quelque part, qui a des propres caractéristiques. Et finalement, on va se rendre compte qu'on a beaucoup de choses avec tous les autres arts, mais ça, on le sait en tant qu'architecte. Et par exemple, la question du rythme peut assez bien fonctionner pour réunir des choses et en faire une certaine unité. Ici, vous voyez l'église Santa Maria à Rome, où en fait on voit des colonnes, une file de colonnes, mais aucune de ces colonnes n'est pareille. Elles ont été récupérées en fait dans des anciens termes romains et elles ont été mises finalement sur un rythme très régulier. Et finalement, quand vous regardez au premier coup d'œil, vous ne vous rendez pas compte que ce sont des colonnes différentes. Finalement, si on ne met pas le nez dessus, on ne s'en rend pas compte. Ça, c'est rendu possible bien sûr par l'ensemble de l'édifice qu'on lit comme un seul édifice, mais aussi par cette question de rythme qu'on est venu mettre. Et avec des petites recettes comme ça, en fait, beaucoup d'architectes, de concepteurs en ont en fait pour arriver à travailler avec ces différents éléments. Ici, par exemple, l'agence Encore Heureux utilise simplement la couleur pour arriver à unifier cet ensemble de chaises très disparates. Il n'y en a aucune qui se ressemble. Pour autant, quand on les regarde, eh bien, on voit bien un ensemble, en fait, un ensemble qui est là plutôt du mobilier. En tout cas, c'est par la couleur qu'ils sont venus chercher en fait comment constituer cette unité. Ici, c'est un travail d'étudiant de l'école d'architecture de Grenoble. C'est la première année justement où on faisait l'optionnel réemploi. Et les étudiants, un groupe en tout cas, avait choisi d'utiliser des dossiers de chaises en plastique qui étaient dans les caves de l'école d'ailleurs, qui allaient être jetés. Et vous voyez qu'ici, en fait, on a un seul et même objet qui est répété. Donc, ils auraient pu d'ailleurs se contenter d'utiliser uniquement la répétition de ces dossiers de chaises pour constituer en fait cette façade. Mais au final, ils ont aussi choisi de travailler sur les couleurs, en finalement juxtaposant les couleurs qui sont les mêmes et en commençant à créer des motifs. Donc là, on est aussi dans un travail de composition qui est un peu plus hybride. On travaille autant sur le sériel des objets que sur la juxtaposition des couleurs. Et puis ce genre de travail peut prendre aussi des dimensions bien plus importantes, comme dans ce bâtiment de logement qui se trouve au Danemark, où finalement les architectes ont choisi de découper ici les pans de murs des bâtiments qui allaient être démolis, qui étaient sur la parcelle, de les stocker et de les remettre en façade. Donc là, en fait, vous êtes aussi dans une question de comment on vient prélever en fait des parements de murs, des morceaux de murs, qui sont un peu tous divers. On est tout dans l'univers de la brique, vous voyez, mais les teintes sont différentes, les mortiers sont d'épaisseurs différentes, les dimensions sont différentes, mais en fait, on lit bien en fait une façade finalement assez uniforme entre guillemets, mais qui a des notes de couleurs, des taches différentes, etc. Donc tout ça, vous voyez, il y en a des quantités en fait de recettes. Pas des quantités, mais en tout cas, chaque concepteur, à un moment,
est obligé de réfléchir en fait à ces notions-là, de se dire comment je peux me saisir en fait de ces matériaux qui me tombent sous la main, et puis comment je vais pouvoir les mettre en œuvre. Sûrement pour inventer des nouveaux langages architecturaux aussi, des nouveaux codes, parce que si vous prenez le magazine, je sais pas, AMC ou autre, et que vous tournez les pages, vous ne trouvez pas forcément le projet qui a ces matériaux. Donc c'est difficile d'avoir des références, de savoir les saisir et de les copier, ce qui est finalement plus intéressant, parce qu'en fait, ça aide tout le monde à sortir aussi ces langages en fait, qui sont très standardisés, qui se répandent un peu partout, et ça oblige à travailler vraiment la composition architecturale à partir de ce qui nous tombe sur la main, de ce qui est disponible. Ici, vous avez encore un exemple, vous voyez, où c'est la forme finalement de ce rectangle en fait, qui vient intégrer une multitude d'éléments. Vous avez du caillou, vous avez de la brique, vous avez des concassés de béton, etc. Et vous arrivez finalement à faire une œuvre assez, un ensemble assez singulier et puis uniforme. Donc tout ça, vous voyez que à travers le travail avec des éléments de réemploi, ça questionne l'architecte sur beaucoup de choses. Le processus de pensée, bien sûr, dans le projet d'architecture, son rapport à ses ressources et à ses matériaux, à comment il peut finalement imaginer des nouvelles esthétiques, des nouvelles plastiques, etc. Et puis, ça peut aller aussi beaucoup plus loin sur tout un tas d'autres choses qui sont liées à la pérennité des ouvrages. Je vais terminer justement avec cette photo, et puis après on basculera une séance de questions si vous le souhaitez. C'est un bâtiment temporaire parce qu'en fait il est dans un contexte assez singulier, il est à Vaux-en-Velin. C'est une mise à disposition en fait d'un espace à une association qui voulait créer un espace culturel et associatif, et notamment une salle de concert. Donc déjà, en fait, dans la vocation de ce lieu qui allait être aménagé, on savait que c'était une notion temporaire. Et ici, ce bâtiment, vous voyez qu'il est constitué, enfin la salle de concert, en tout cas, vous voyez, constitué de conteneurs qui sont simplement posés au sol, qui assurent finalement le rôle de fondation, puisqu'on n'a pas besoin de se fonder au vu du poids du conteneur. Puis on a cette charpente, en fait, qui est au-dessus, qui est une charpente construite en bois, et dont on voit les assemblages d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que finalement, on sait que cet ouvrage va être démonté prochainement, dans plusieurs années, mais on est déjà dans une réflexion sur la circularité aussi de ces matériaux. Se dire, oui, ces matériaux qu'on met en œuvre, finalement, on s'est rendu compte qu'on les a peut-être prélevés aussi dans d'autres bâtiments qu'on a dû démonter. On s'est peut-être rendu compte de la difficulté de démonter certaines ressources, de pouvoir les préserver finalement, parce que leur technique d'assemblage, leur mode constructif, ne permet pas vraiment de les prélever, mais au contraire incite à les casser et puis à les réduire à l'état de matière pour refaire de nouveaux matériaux. Donc, dans la tête finalement des concepteurs, ça pose cette question aussi de comment on construit, on pourrait dire, la temporalité. Comment on arrive à se dire que la circularité des matériaux fait partie aussi de notre responsabilité en tant que concepteur, et comment ça peut nous amener à choisir des systèmes constructifs réversibles qui pourront permettre de garder ces ressources et de les faire circuler peut-être sur d'autres ouvrages. Et puis plus généralement, c'est aussi la question de ce qu'on produit en termes d'ouvrages et de se poser la question des vies finalement des bâtiments. Comment on peut construire des bâtiments qui auront la capacité d'avoir plusieurs vies, d'être transformés, d'être adaptés, etc., d'être transmis finalement, on est un peu dans cette logique. C'est-à-dire que peut-être qu'une partie de ces matériaux seront démontés pour rejoindre un autre édifice, mais que le corps principal du bâtiment, vu qu'il est bien conçu, aura la capacité à être transformé, à intégrer de nouveaux matériaux, etc. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment une nouvelle matière, entre guillemets, qu'on n'aurait jamais dû oublier en tant qu'architecte, mais cette notion de temporalité. Tant pour prolonger, on va dire, la vie des matériaux que pour prolonger la vie des bâtiments. Mais en fait, dans le travail, finalement, à partir de ce moment-là, de lutter un peu contre l'obsolescence programmée du cadre bâti qu'on construit. En tout cas, c'est ce que le réemploi peut être comme enseignement dans nos pratiques pour nous amener à penser un peu différemment notre rôle d'architecte ou de concepteur au sens général. J'oublie pas les ingénieurs, les artisans et autres. Et se dire que comment finalement cette nouvelle pratique qu'on va devoir s'approprier, puisque en fait ça va devenir un vrai sujet, peut nous permettre d'être plus créatifs et de penser de manière un peu plus globale aussi notre rôle de bâtisseur dans la société. Voilà, je crois qu'on a terminé. Et bien on est ouvert à vos questions.
Dans le projet que vous avez montré, je crois que c'était pas en France, je ne me rappelle plus, où il y avait une façade qui a été changée, il y avait le réemploi de menuiserie. Est-ce qu'en France, on a le droit de poser un permis de construire et de le modifier une façade autant, enfin, que là, c'était peut-être une vitre sur le permis et qu'il y en avait deux, ou le contraire, je ne sais plus, dans la vraie vie. Est-ce que c'est possible en France de faire ça ou pas? Alors effectivement, en France, on n'aurait pas forcément le droit de faire de cette manière-là en tout cas. Si vous modifiez un projet que vous avez conçu, il y a une demande qui sera de soit mettre à jour le permis de construire par un permis de construire modificatif, et ça c'est au meilleur des cas, c'est-à-dire qu'il faut que finalement ce soit bien accepté et que ce qui a été construit a bien été accepté. Si ce n'est pas le cas, on va vous demander peut-être de transformer ou de démolir l'ouvrage que vous avez fait parce qu'il ne correspond pas finalement à ce qu'on attendait. Donc ça demande bien sûr de bien maîtriser peut-être les règles du PLU pour voir si finalement ce qui va être transformé correspond encore à ce qui est acceptable en termes de réglementation. Mais après, de manière peut-être plus générale, ça pose la question de l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis de permis de construire, de la manière dont on peut concevoir les choses, peut-être au fur et à mesure aussi de développer des stratégies constructives, on va dire dans le dessin des façades ou autres, qui permettent d'intégrer les choses sans que cela se voit aussi significativement que ce que l'on voit ici. Il faut peut-être noter aussi que cette façade, ça reste une façade intérieure dans une cour. Elle ne donne pas sur l'espace public. Et je pense que ça les a aidés aussi dans cette logique, parce que peut-être que ce n'était pas aussi dérangeant que ça aurait pu l'être sur une façade qui donnait sur l'espace public. Oui, pour compléter, cette réalisation à Zinneke à Bruxelles, effectivement, s'inscrit sur le front d'une place publique. C'est un bâtiment associatif, ça fait partie profondément de la démarche des maîtres d'ouvrage autant que des architectes d'intégrer du réemploi, mais plus profondément que ça, l'idée de souplesse et de l'évolutivité, la flexibilité dans la conception des espaces, des bâtiments. Là, ça a été rendu. Le cadre réglementaire est à peu près le même qu'en France, c'est-à-dire qu'il y a un permis de construire et il y a des règles. Éventuellement, il y a parfois l'avis d'un architecte conseil ou d'un architecte des bâtiments de France dans certains secteurs particuliers. Ici, ça a été négocié. Ça a été négocié avec l'administration. Si on va chercher le dialogue, on se rend compte qu'il y a des possibilités de discuter. Si on ne le cherche pas, on risque pas de le trouver effectivement, mais si on envisage cette possibilité, on peut arriver à négocier, on peut arriver à discuter, on peut arriver à dialoguer avec l'administration. Là, donc, il y a un premier permis, ce qu'on appelle une façade en blanc, qui a été présenté, qui a été déposé. On voit que le résultat n'a pas grand-chose à voir avec le dessin d'origine qui a été présenté. Bon, ça s'est réglé par le biais d'un permis de construire modificatif, mais en fait, c'est assez courant en France. Très souvent, les architectes sont amenés à faire des permis de construire, décidément, rectificatifs par rapport à un projet d'origine. Alors, ça atteint rarement la proportion que l'on peut trouver ici à Bruxelles, mais ça n'est pas impossible. C'est plus de travail, c'est plus de boulot pour les architectes que de garder cette conception ouverte le plus longtemps possible. Ça demande aussi une organisation du travail qui fait que il faut arriver à limiter le surcroît de travail que ça peut représenter. Donc ça, là, c'était un degré dès l'origine, et finalement, pour les architectes, on jouait le jeu, et ça n'a pas été trop compliqué pour eux. Au niveau de ces fenêtres réutilisées, la position des crémones a dû être changée de place par rapport à la mise en accessibilité handicapée. Comment cela s'est passé? Et je vois que c'est que des projets de... comment on appelle ça, associatifs, recevant du public. Pour tout ce qui est permis coupe-feu et compagnie, comment ça s'est passé? Ça a été long, pas long? Comment vous avez pu avoir tous ces papiers? Alors, on ne connaît pas l'ensemble de ces références, on va dire, de point de vue dans les détails. Ah, le dernier est un bon exemple. Le dernier est un bon exemple parce qu'on le connaît, c'est nous qui l'avons fait, donc c'est plus simple. Je peux vous répondre. Non, effectivement, on parlait tout à l'heure de maîtrise technico-économique. Quelque part, c'est un point important, si on veut se lancer dans du réemploi, c'est de bien comprendre en fait dans quoi on se lance,
Quelles sont les marges de manœuvre? Ce qui veut dire que c'est déjà une bonne maîtrise des cadres réglementaires, de la connaissance des matériaux et des techniques de construction. Ce qui veut dire que, bien évidemment, il va y avoir des points qui sont singuliers parfois, par exemple des normes PMR qui vont demander une hauteur de poignée, etc. Ça, on sait que c'est un point qu'il faudra avoir en tête. Donc, on va faire en sorte de se simplifier le travail vis-à-vis de ça, peut-être de solliciter directement des menuiseries qui avaient la bonne hauteur, ou en tout cas de savoir qu'il faut les réadapter, ou peut-être même de se dire, le réemploi, on n'en fera pas sur ces portes-là, on le fera peut-être sur les autres éléments, mais pas sur ça. C'est un peu la même chose pour tous les autres éléments. Les questions de tenue au feu, la performance thermique, acoustique, etc. Si finalement on connaît bien la construction dans le bâtiment, qu'on sait bien en fait ce qu'on doit tenir en termes de performance ou de caractéristiques, et bien finalement on sait ce qu'on peut mobiliser comme ressources, les ressources au contraire qu'on ne va pas aller chercher parce que ça va amener beaucoup trop de complexité. Et en fait ça permet aussi de se dire comment on assure la traçabilité de ces éléments. Admettons qu'on ait besoin d'une porte coupe-feu d'une demi-heure. Si elle est démontée sur un bâtiment où je n'ai pas la capacité d'avoir les informations sur cette porte, parce que peut-être je n'ai pas le DOE, le dossier d'ouvrage exécuté, qui a été rendu en fait normalement à la fin du chantier, que je ne peux pas contrôler cette porte-là, peut-être que je vais me dire, bon, tant pis pour cette porte, même si j'ai bien vu que c'était une porte coupe-feu une heure, et bien on va s'en servir uniquement comme une porte de distribution classique. Elle va descendre en niveau de performance, mais au moins je ne prendrai pas un risque particulier supplémentaire. Et ça, vous voyez, on est déjà dans les questions de bien connaître les règles de construction, bien connaître les règles de l'art de manière générale, comprendre aussi ce qui existe comme document, comme des DOE, parce que des DOE, ça permet de connaître la fiche du matériau et de la saisir au moment où on va démonter cet élément pour qu'elle voyage en fait avec ce matériau et que la traçabilité soit assurée. Heureusement, on est dans une standardisation assez forte aussi de la construction, ce qui permet parfois de récupérer via les numéros de série les fiches techniques des matériaux. C'est ce qui nous est arrivé par exemple sur ce bâtiment qui a un ERP quand même en 3e catégorie où à peu près 90% des luminaires sont récupérés parce que le contrôleur technique nous a demandé uniquement les numéros de série et de pouvoir les contrôler de cette manière-là. Donc on a une partie de stock qui n'a pas pu être réemployée parce que c'était plus disponible, enfin c'était plus, on va dire, on n'avait pas accès aux fiches. Mais pour toutes les autres fiches dont on a eu, pour tous les autres éléments dont on a eu les fiches, on a pu les réemployer dans le cadre du projet. Et oui, on parle là d'électricité, ce qui nous paraît peut-être un point compliqué, ce n'est pas forcément le plus compliqué. Le plus compliqué ici, c'était de faire des murs paille avec un enduit de terre de 5 cm de vent. Il n'a jamais voulu parce que pour lui, ça prenait feu. Le PV anglais dit que c'est 2h55, mais c'est pas grave. Vous voyez, des fois, le problème ne se situe pas là où on le pensait. Ma question, ce serait plutôt par rapport à l'imaginaire qu'on a autour du réemploi, qui peut venir, quand on pense réemploi, on peut penser notamment au collectif, mais vis-à-vis des agences d'architecture, est-ce que selon vous, il y a une émergence de cet enjeu-là qui vient notamment des jeunes agences, ou est-ce qu'il y a une forme de professionnalisation des grosses agences d'architecture ? Deuxième question en même temps, comme ça vous ne fatiguez pas à faire des allers-retours, qui est beaucoup plus bureaucratique. Vous abordiez un petit peu les relations avec les services instructeurs des permis de construire. Justement, c'était dans l'ouvrage que vous venez de rédiger. Quel état des lieux un peu vous dressez des perspectives d'évolution, non pas du côté de la maîtrise d'œuvre, mais à la fois de la maîtrise d'ouvrage, mais aussi du planificateur, parce qu'ils ont quand même des leviers énormes sur le réemploi. Du coup, quel est un peu le diagnostic, si vous en avez un, et quelle perspective rapide on a aussi avec des questions de RE 2020 par exemple, comment eux se positionnent. Première question sur cette logique de l'imaginaire, souvent véhiculée effectivement par les collectifs. Finalement on se rend compte que c'est pas forcément les collectifs qui font le plus de réemploi, notamment parce qu'ils sont souvent dans une certaine efficacité, nécessité d'avoir des éléments qui vont venir utiliser de manière conséquente, sérielle, etc. Ils sont en cours de projet, donc souvent en fait ils ont recours à des matériaux plutôt neufs, bon marché mais neufs. Et à l'inverse, dans tout ce qu'on a essayé de vous présenter, alors on a dû sélectionner parce qu'on avait l'obligation d'avoir les droits d'image, donc on n'a pas pu vous montrer forcément tout, mais vous en trouverez partout, sur plein de sites internet par exemple. Vous prenez le site Opalis, prenez le site matériauxréemploi.com, etc. Vous avez quantité d'exemples très intéressants de projets.
Vous avez Bazed, B-A-Z-E-D aussi. Voilà, vous avez tout un tas de sites qui vous permettent de voir en fait que beaucoup de projets en réemploi, finalement, intégrant des éléments de réemploi, sont des projets portés par des agences. Donc on parle bien d'architecture assez conséquente, souvent dans des équipements publics, avec des choses assez ambitieuses aussi du point de vue constructif ou des ressources mobilisées. On va parfois mobiliser des éléments qui ne viennent pas du tout du monde de la construction. Donc finalement, c'est aussi beaucoup porté par les agences, et je pense qu'aussi beaucoup d'agences ne se rendent pas compte qu'elles font du réemploi. Notamment dès qu'elles touchent à de la rénovation, à la réhabilitation, on ne met pas le mot dessus, mais en fait, déposer un plancher, réutiliser les poutres pour faire un autre plancher ailleurs, ou pour les déligner, en faire un bardage ou je ne sais quoi, ça se fait en fait beaucoup aussi. Alors, c'est pas aussi manifeste que ce qu'on a pu montrer ce soir, c'est pas aussi exceptionnel et très visible, mais en tout cas, ça en est. Ce qui veut dire qu'il y a aussi une pratique courante du réemploi qui ne dit pas son nom. La deuxième question. La deuxième question se présentait comme plus bureaucratique. Expression un peu curieuse. Bon, on va dire technico-réglementaire, ce sera un peu plus juste, je pense. Alors, il faut notamment savoir faire la différence entre la norme et la règle. La règle, c'est quelque chose qui s'impose. La norme, c'est un usage. C'est quelque chose qui est plus ou moins librement consenti par les constructeurs. C'est quelque chose qui peut être imposé par des acteurs qui sont extrêmement importants, qui sont les assurances, par exemple. Mais pour autant, la norme n'est pas incontournable. Donc c'est quand même un ensemble d'usages qui est négociable. Pour les prescripteurs, pour les architectes, pour les concepteurs, il faut aussi trouver appui sur des bureaux d'études, sur d'autres acteurs de la chaîne du bâtiment qui maîtrisent ça parfois un peu mieux que nous, ou qui se feront justement les relais, les interlocuteurs auprès de ces autres acteurs comme les assureurs ou les bureaux de contrôle. C'est difficile, c'est exigeant, ça demande souvent plus de travail, ça demande beaucoup de compétences parce qu'il ne faut pas commencer à discuter sans connaître son sujet. Là, effectivement, on perd rapidement toute crédibilité, mais c'est tout à fait possible, bien sûr. Sur le plan réglementaire strictement administratif, par exemple, en matière d'urbanisme, oui, il y a matière à discuter. Il y a une habitude de présenter les bâtiments comme étant des produits finis avec une belle façade, avec une façade, on va dire, voilà. Une façade théoriquement finie qui préfigure ce qui devrait être théoriquement réalisé. Il faut relativiser cela. D'abord, il y a effectivement une pratique très courante des permis modificatifs qui est nécessaire parce qu'il y a des adaptations qui sont en cours de route et qu'il faut qu'ensuite, qu'au niveau de la conformité, ça puisse être vérifié. Donc, ce n'est pas tellement une lourdeur supplémentaire, très souvent, pas tant que ça. Et puis, après, réglementairement, ce que la collectivité publique est censée vérifier, c'est le respect des règles. Donc, si on modifie la façade, mais finalement qu'on n'outrepasse pas les règles qui sont écrites dans un règlement, ça se passe très bien. S'il n'y a pas d'abus de pouvoir de certaines collectivités, ce qui est un autre sujet. Et juste sur la RE 2020, puisque là, il y a eu la question également, il faut savoir qu'il y a un projet de décret justement qui doit sortir prochainement, qui précise que les matériaux issus du réemploi compteront pour 0 dans la CV. Donc c'est pas un bonus, mais c'est pas un malus non plus, ils comptent pour 0. Typiquement, cette disposition qui tend à considérer que les matériaux provenant du réemploi ont un bilan environnemental de 0, c'est une convention, c'est pas du tout une vérité scientifique. C'est pas vrai. Par exemple, si on veut reconditionner un radiateur en fonte en le décapant, en le grenaillant et ensuite en remettant un vernis dessus, on s'aperçoit que le bilan environnemental de cette opération, certains opérateurs du réemploi l'ont fait, il revient presque au bilan environnemental d'un produit neuf. Donc c'est pas toujours vrai, ça dépend énormément des cas, mais ce qui n'est pas une vérité scientifique, mais une convention administrative et réglementaire, à un moment donné, il faut effectivement la saisir.
pour profiter de cette occasion-là pour développer les remplois, en faisant attention à ces questions de fond que je soulève ici en même temps. J'avais une question sur les plateformes d'échange par rapport au réemploi, par rapport notamment à la Batitech. Je voulais savoir comment ça se passait pour récupérer des matériaux et surtout savoir comment les récupérer et où. Y a-t-il des gens d'Aplomb ou des Comat dans la salle? Ouais. Du coup, je travaille chez Comat 38 et on a justement une plateforme de réemploi à Saint-Apollinaire à côté de Saint-Marcelin. Et c'est un magasin, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des horaires d'ouverture que vous pouvez trouver sur notre site, du mardi au samedi. Et voilà. Et le cas de la Batitech, c'était assez particulier parce que c'était un magasin sur le site, sur le chantier. Donc il a fallu aussi penser aux normes de sécurité, puisque on peut pas, c'est compliqué de faire rentrer du public sur un chantier. C'est même impossible en fait, il ne faut pas faire ça. Et donc c'était le vendredi après-midi. C'était bien, la zone était bien définie, bien clôturée, et le samedi où il n'y avait pas d'activité de chantier. Voilà. Je sais pas, j'espère répondre à ta question. Ouais, merci. Merci. Pour plus de renseignements sur cette opération, il y a un bilan qui a été établi par le PFL du Dauphiné, l'établissement public foncier local du Dauphiné, avec tous les acteurs qui ont participé à cette expérience. Et c'est un document qui est téléchargeable sur Internet, donc en libre accès. Coordonnées, on peut les trouver quelque part dans le bouquin ou assez facilement sur le site PFL du Dauphiné ou Aplomb et Comat. On peut trouver ça assez facilement. Justement, vous parliez de massification du réemploi et je me demandais si justement les entreprises qui produisent peut-être le plus de bâtiments neufs et qui potentiellement créent le plus de déchets, eux n'ont pas ce réflexe d'aller vers le réemploi. Qu'est-ce qui est mis en place et qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour les faire réfléchir un peu plus sur la question, puisque au final c'est peut-être eux qui ont le plus besoin ou qui aideraient le plus dans la démarche de réemploi et donc aller vers quelque chose d'un peu plus positif, on va dire. Alors, le problème des maîtrises d'ouvrage et des gros constructeurs, en fait, il est beaucoup résolu par l'incitation, finalement, sur différents points. On a en fait des cadres législatifs qui vont par exemple demander des objectifs de revalorisation de 70% de la masse d'une déconstruction. Donc ça par exemple ça peut être un point intéressant parce que ça va obliger au moins à bien trier, à orienter vers des filières les plus appropriées. Ça ne veut pas forcément dire que ça va aller vers du réemploi, mais en tout cas que c'est un des leviers possibles. On a d'autres réglementations qui vont justement parler de ces fameux diagnostics PEMD qui vont être obligatoires à partir de plus de 1000 m² de démolition ou de rénovation significative. Et les 1000 m² de démolition peuvent être sur une opération où on a plusieurs bâtiments. Donc en fait rapidement on va avoir une certaine masse d'édifices qui sont destinés soit à la démolition soit à des rénovations significatives qui vont être sollicités pour passer ce PEMD. À partir de ce PEMD, on aura un outil pour comprendre quels seront les coûts des déchets. Et justement, là où c'est intéressant, c'est qu'on va vite se rendre compte qu'on a une montée en fait, des coûts de traitement des déchets qui est assez importante. Et finalement, on se rend compte qu'avoir une partie de réemploi, même si elle va peut-être coûter plus cher initialement en termes peut-être de personnes qui vont intervenir sur chantier, de durée de chantier, etc., peut-être que le fait de préserver certaines ressources et de pouvoir les revendre va finalement sur le bilan économique être plus intéressant qu'avoir des déchets qui iront par exemple dans des bennes DIB, donc déchets divers qui seront avec des coûts à 125 € la tonne. Pourquoi ? Parce qu'on n'aura pas déjà dissocié les différents éléments. L'exemple du cadran solaire dont on parlait tout à l'heure, c'est que quand on démonte finalement ça prend beaucoup de temps. Mais on récupère des tuiles, des lithos, des chevrons. Quand c'est la pince qui s'en charge, elle arrache tout et elle met tout dans la benne. Donc au lieu d'avoir un coût de traitement du bois à 25 € la tonne, peut-être le pare-pluie à 40 € et les tuiles à 15, et bien en fait on a le tout à 120 €. Donc ça c'est déjà incitatif de ce point de vue-là, et ça va être on va dire des choses comme ça qui vont peut-être mobiliser les plus gros acteurs pour intégrer du réemploi. Peut-être que ce sera ponctuel, mais peut-être que des fois ça les aidera, comme pour la RE 2020, à passer, parce que voilà, on glisse 2-3 éléments de réemploi, on fait en sorte qu'on ait
peut-être une grosse masse, et ça va nous permettre de rentrer au calcul. Donc ça va être des choses comme ça, je pense, qui sont, pour l'instant, finalement, les leviers les plus importants vis-à-vis de ces gros acteurs-là, parce que finalement, leur objectif, c'est faire de l'argent, hein, c'est pas d'être voilà, d'être bienfaisant et de travailler pour le commun. C'est pas tellement ça leur logique. Juste un petit complément. Oui, le levier économique sera de plus en plus important. Il n'est pas encore très évident aujourd'hui parce qu'on manque justement d'études comparatives. Et c'est précisément l'intérêt de l'expérience du cadran solaire d'avoir pu établir ces comparaisons. Ça mettra du temps à être reconnu, ce genre de calcul, et puis ils ne sont pas toujours exactement les mêmes dans tous les cas. Dans un premier temps, il y a souvent des surcoûts, il y a des opérations exemplaires. Et bon, il ne faut pas se cacher, ce sont surtout les collectivités publiques, ce sont les acteurs publics qui essayent de montrer l'exemple. Montrer l'exemple, c'est difficile, c'est pionnier, ça présente des risques, c'est pas gagné d'avance, mais c'est ça qui permet de faire avancer justement les choses. Puis après, il y a d'autres critères qui vont, en plus de l'économie stricte, par exemple du traitement des déchets, vont devenir de plus en plus importants et vont impacter l'économie générale du bâtiment. Des critères environnementaux, des critères... alors, quelqu'un parlait, oui, de la RE 2020, par exemple. La RE 2020 va remplacer l'exigence énergétique par l'exigence environnementale. C'est pas du tout la même chose et ça va obliger à trouver d'autres moyens, d'autres leviers pour réduire l'empreinte, pas seulement l'empreinte carbone, mais l'empreinte environnementale de la construction. Ça ne fait que commencer. Là, il y a besoin d'imagination pour justement aller chercher dans des gisements du réemploi et puis dans d'autres idées sans doute des moyens de répondre à la RE 2020. Et puis du côté des fabricants, du côté des entreprises, du côté de ceux qui ont l'activité de production du bâtiment, il y a la REP, la responsabilité étendue des producteurs, qui va se mettre en place début 2023. Ça a été retardé par rapport à ce qui était prévu déjà, mais ça se met en place en 2023 avec l'obligation pour les négociants, les revendeurs de matériaux de récupérer les déchets, les entreprises surtout, de se débrouiller, enfin de valoriser leurs propres déchets, les déchets de leur filière. Donc c'est en train de s'organiser. C'est plutôt une réglementation qui est favorable au recyclage, aux grosses quantités de déchets, plus qu'au réemploi. Mais il y a quand même aussi, dans ce cadre-là, des initiatives qui se montent pour essayer de pousser, de mettre en avant les solutions de réemploi. Bonsoir. J'avais une question plutôt technique. Quand on répare un matériau très tardivement, comme ça peut être l'exemple du carrelage, au niveau du CCTP, comment on peut estimer le travail que l'entreprise va devoir mener ? Parce que si on a juste une pose de carrelage, on va dire traditionnelle, ou alors comme on voit dans l'image plutôt du mosaïque, ça va quand même changer le type de travail. Est-ce qu'on fonctionne par avenant? Est-ce que c'est quelque chose de géré différemment? Je suis assez curieuse de... Grosse question, effectivement. Finalement, en ce moment, on est beaucoup pour tout le monde dans la recherche d'arriver à constituer finalement des prix, d'arriver à chiffrer toutes ces choses-là. Ce qui est intéressant, par exemple, on l'a vaguement évoqué tout à l'heure, c'est la question du recours à un lot 0 ou un lot 0,1 qui serait un lot fourniture de matériaux de réemploi. Ce qui veut dire que les différents lots, charpente, plomberie, carrelage, ont en fait dans leur descriptif, dans le CCTP, la pose uniquement de matériaux. Alors peut-être il faudra décrire effectivement quelle est cette pose, si c'est en opus incertum par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure, si c'est de la pose de carreaux qui font 60-60, s'ils en font 15-15, s'ils sont divers, etc. Donc bien sûr, il va pouvoir répondre avec un prix qui correspond à la qualité de pose qui est attendue et en fait aux spécificités des produits qui seront proposés. Et la fourniture, en revanche, sera bien faite par un autre lot. Mais aussi pour assurer la sécurité du chantier, c'est-à-dire d'une part la capacité de bien réaliser les ouvrages en temps et en heure, et d'autre part d'assurer la sécurité économique du projet pour ne pas avoir des surprises,
on met toujours en option, en fait, la fourniture et la pose, donc en neuf, finalement, de ces éléments-là. Ce qui permet, d'une part, s'il n'y a pas d'entreprises qui ont répondu à ce fameux lot 0 ou lot 1 fourniture en réemploi, déjà de pouvoir construire quand même l'ouvrage dans un premier temps, même si ce sera avec des éléments neufs, malheureusement. Et puis le deuxième point, d'ailleurs, ça n'empêche pas de suggérer aussi à l'entreprise d'aller se fournir chez telle plateforme ou telle autre en matériaux, et peut-être qu'il trouvera son bonheur et que le réemploi sera fait d'une autre manière que par ce qui avait été anticipé dans les marchés. Et puis l'autre point, c'est effectivement de se dire que si l'ensemble des postes qui ont été visés par du réemploi, il y en a un qui devient pas gérable parce qu'économiquement il n'est pas viable, et bien finalement celui-là on ne l'active pas, et on activera l'option qui sera fourniture en pose en neuf. Et puis les autres choses qu'on aura prévues en réemploi pourront se faire parce que c'était convenable au niveau des prix. Après, il y a aussi la dimension marché privé et marché public qui permet aussi de se dire que quand on est dans un marché privé, on peut travailler en direct avec des artisans et leur demander voilà ce qu'on imagine faire, donc bien décrire les choses, les expliquer, etc. Quel prix on pourrait avoir, et puis ça permet de voir finalement si c'est viable ou si c'est pas viable et si c'est proposé in fine au maître d'ouvrage. Voilà en tout cas les pratiques qui se font aujourd'hui pour pouvoir intégrer du réemploi dans des opérations. Merci.